Bonjour, je vais commencer par vous poser une petite question. Le plastique est-il toujours fantastique? Alors qu'en 40 ans, la production était même multipliée par 6. Le plastique n'est pas nouveau. On est inondé tous les jours d'informations par la presse. Le plastique est partout. Pourtant, il ne date pas d'aujourd'hui. Les premières traces de plastique, finalement, ça date des Égyptiens qui utilisaient les plastiques naturels. À l'époque, on parlait des propriétés plastiques, notamment de l'ambre. Tout s'est accéléré, surtout à la fin du 19e siècle, avec la volonté de remplacer les fibres naturelles par des fibres synthétiques. Donc on a commencé à incorporer des fibres synthétiques dans des collants, dans des sous-vêtements. Puis ensuite, tout s'accélère au niveau des guerres mondiales avec la fabrication du polyéthylène, la fabrication du PVC. Et ensuite, ce plastique s'est un peu généralisé. J'ai 45 ans, j'ai connu la migration des jouets en bois jusqu'aux jouets plastiques. J'ai plutôt été gâté par mes parents, même si j'étais un milieu modeste, mais plutôt gâté en objets plastiques avec lesquels j'ai joué, que j'ai jeté aussi, que j'ai cassé, et qui se sont retrouvés finalement pour partie dans l'environnement. Ce qui peut permettre de poser question maintenant, c'est que tout un chacun, avec les imprimantes 3D, on peut créer maintenant nos objets plastiques. Il n'y a plus de limite finalement. Je veux mon jouet, je peux le créer. Le plastique, maintenant, on le retrouve du coup pour tous les usages. On le retrouve surtout partout. Partout, c'est une chose, mais en quelle quantité? Savez-vous quelle est la production mondiale de plastique finalement en 2018? 350 millions de tonnes. Juste, on a du mal à se représenter finalement ce que c'est 350 millions de tonnes. 350 millions de tonnes, c'est finalement 35 000 tours Eiffel d'acier. Si on avait des tours Eiffel en plastique, il en faudrait 200 000. 200 000 tours Eiffel par an de plastique qui sont produites. Mais une autre problématique, c'est que finalement, pour fabriquer tout ce plastique, il faut quasiment son équivalent en pétrole. 350 millions de tonnes de pétrole par an. Ça représente 6 à 8% de la production mondiale. Toute cette partie de plastique, en fait, on estime qu'il y a à peu près 10 tonnes par an qui se retrouvent dans le milieu naturel. Dans ce milieu naturel, finalement, le plastique, il va évoluer. D'un sac plastique, il va se fragmenter au fur et à mesure du temps. Les petits objets vont se casser, vont se briser. Une érosion du plastique. Pour former finalement des microplastiques. Alors les microplastiques, de quoi on parle? Je vais beaucoup vous en parler par la suite. On a travaillé avec plusieurs organismes et institutions à travers 2 programmes. Écosystème et le FUI microplastique depuis 2016. Avec pour objectif de quantifier, qualifier cette pollution et de voir quelles solutions on pouvait apporter pour retenir à terre cette pollution. 85% de la pollution qui arrive en mer vient de terre. On parlait tout à l'heure des bateaux, mais ça représente qui lâchent leur filet, ça fait des désastres écologiques, mais en termes de quantité et de volume, c'est relativement faible par rapport à ce que nous, on peut rejeter avec notre consommation et notre façon de vivre de tous les jours. Les microplastiques, c'est de 0,1 micromètre à 5 mm. Parmi ces familles, on retrouve les petites billes plastiques, qui sont transportées effectivement pour produire des plus gros objets en plastique, mais également des microfibres plastiques, des microfibres qui sont contenues dans nos vêtements. On ne pense pas, lorsqu'on fait une machine à laver, finalement, une partie de ces fibres se retrouve dans les eaux usées, arrive à la station d'épuration, qui va en retenir une partie, on le verra après, mais qui vont se retrouver aussi potentiellement dans le milieu naturel. Si on regarde plutôt la répartition maintenant des pertes de microplastiques, alors là on va rester sur les plastiques primaires, c'est-à-dire qui ont été conçus de petite taille. Si je reprends une étude de l'IUCN, 7% des pertes que l'on retrouve dans l'océan proviennent du marquage des routes. Les peintures contiennent des microplastiques avec l'érosion. Ça se retrouve dans les réseaux d'eau pluviale et ça se déverse dans les zones humides ou encore directement à l'océan. On a aussi 24% des pertes qui sont liées à l'activité urbaine des villes, du plastique qu'on jette dans la rue. 28% de ces pertes, c'est l'usure des pneus. On roule tous avec notre voiture, les pneus se fragmentent, restent sur la surface du sol, premier orage, ça se déverse dans les milieux naturels. Mais le geste du quotidien, 35% finalement, proviennent des pertes liées au lavage du linge en machine. Je vois madame qui réagit. Rassurez-vous, on peut faire quelque chose. Cette pollution, finalement, se retrouve dans les océans et dans les mers. Si je prends juste un extrait du rapport WWF, qui s'est intéressé autour de la Méditerranée. La mer Méditerranée, c'est une grosse machine à laver. C'est une mer peu profonde, qui est très mouvementée, qui tourne, qui brise, qui est assez agitée. Et c'est certes une petite surface, mais
elle contient 7% des microplastiques qui sont estimés globalement dans les océans. Elle est 4 fois plus concentrée finalement que les fameux gyres de plastique dont on parle, notamment celui du Pacifique Nord qui fait encore référence, 4 fois plus concentré que le Pacifique Nord. Alors finalement, c'est quoi les microplastiques dans l'environnement et au sein des organismes? Il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur des moules. On peut retrouver jusqu'à 120 microfibres dans une moule, 47 microfibres dans des huîtres, pour 100 grammes d'huîtres, 47 microfibres. Et l'Ifremer a notamment travaillé sur une exposition des larves d'huîtres exposées aux microplastiques. En fait, ils ont pu constater notamment une baisse de fertilité de 41% et une baisse de croissance de 20%. Donc ce plastique, sur ces types d'organismes qui sont très sollicités, encore une fois, on n'est pas dans les mêmes concentrations d'exposition que dans le milieu, mais on voit quand on pousse un peu le curseur, finalement, ça a un impact finalement sur ces organismes. On l'a vu aussi dans les poissons. Les microplastiques, ils sont confondus avec les proies. On peut très bien imaginer des appâts de pêche qui ressemblent à ces microplastiques qu'on retrouve dans les estomacs de poissons. L'autre point sur lequel on s'est forcément intéressé, c'est ce microplastique. Finalement, est-ce un bienfait pour des espèces, pour des migrations d'espèces, ou finalement est-ce qu'il est nocif? Alors il y a eu des observations qui ont été faites au microscope de la surface des microplastiques et on retrouve des bactéries, ce qui est tout à fait normal, on a tous des bactéries sur nous. La vraie question, et on n'a pas la réponse aujourd'hui, on a retrouvé des quantités de Vibrio, donc c'est une bactérie qui potentiellement peut transmettre des maladies. Et ce point-là reste encore à étudier, on n'a pas toutes les réponses, mais ce sera un des gros axes de recherche dans les prochaines années, c'est finalement cette colonisation, est-ce que c'est un bienfait ou est-ce que finalement elle va transporter des germes qui vont être plus nocifs que bénéfiques? Là j'ai noirci le tableau, mais globalement, on a tous dans nos gestes du quotidien des actions à réaliser. Nous, chez Suez, on s'est engagé en tout cas à limiter au maximum les rejets en plastique et à apporter des solutions aux collectivités pour favoriser le tri. Si on parle sur les macro-déchets, donc sur les gros déchets de plastique, on a mis en place, notamment avec des partenaires, des systèmes d'incitation au tri. Quand je viens déposer ma bouteille sur un parking, dans cette boîte de collecte, finalement, je repars avec un bon d'achat. Un bon d'achat dépensé dans l'enseigne. S'il vous plaît, si vous l'utilisez, ne rachetez pas du plastique derrière. D'autres solutions, alors il y en a plusieurs, j'en ai cité quelques-unes, pour essayer de protéger là aussi des macrodéchets, je suis toujours sur les macrodéchets. Les rejets, alors, sur des essais qui ont été faits sur la rade de Marseille, c'est mise en place de filets de protection. Lorsque finalement les déchets qui sont jetés par les gens dans les cours d'eau, par temps sec notamment sur l'Uvonne, c'est déposé par temps sec, il arrive un gros orage et finalement tout part en mer. Comment retenir le maximum de ces plastiques à terre? Des solutions qui ont été essayées, mise en place de filets, mise en place des cyclones. On fait beaucoup de prototypes et de recherches autour de cette problématique, de l'applicatif. Ensuite, sur la partie microfibre plastique dont on parlait tout à l'heure, la machine à laver. La machine à laver, on a mesuré finalement la quantité de microfibres qui étaient rejetées par lavage. Là, je parle de microfibres, qu'elles soient plastiques ou non plastiques. On est à 730 000 fibres plastiques retrouvées par cycle de lavage, ce qui correspond à peu près à 220 000 fibres par jour et par habitant. Alors qu'elles soient plastiques ou non. Tout dépend du choix finalement de consommation que l'on fait de nos vêtements. Suivant les régions, les polaires, elles sont plutôt composées de plastique. Le coton, un peu moins. Forcément, en tant que traiteur d'eau et exploitant, on s'est dit finalement, les stations d'épuration sont-elles des bonnes barrières à ces microfibres plastiques? On a testé des stations conventionnelles, des stations plutôt compactes. On parlait tout à l'heure des médias plastiques, mais on utilise aussi des médias naturels, de l'argile expansée, comme support de bactéries. On a des alternatives là aussi au plastique. Et on peut aussi mettre en place des solutions de meilleure capacité. Parce que s'il y a deux chiffres à retenir, c'est que finalement, oui, les stations d'épuration sont efficaces. Elles retiennent 90% des rétentions de microfibres. Et en fonction de la composition de la station, les différentes briques que l'on aura mis en œuvre, on va avoir une meilleure efficacité. Donc, si vous mettez un décanteur primaire, une filtration tertiaire, finalement, vous allez vous rapprocher de 90-95% d'élimination. Si on met en œuvre, par exemple, des stations membranaires, qui équipent déjà plusieurs endroits en France, il y a HR Biologie, pas loin, il y a Seine-Morée, il y a Fontainebleau, il y a Orléans dans la région. Toutes ces stations sont équipées de membranes dont les pores sont 10 000 fois plus fins que ceux de la peau. Donc, ce qui permet de retenir les microfibres. Là, on peut aller jusqu'à 98-99%. Après, on est dans la limite de la mesure parce que les microplastiques, il y en a aussi dans l'air. Et donc, les pollutions finalement des échantillons, c'est très difficile de travailler en salle complètement blanche pour faire ces mesures. La solution, on l'a vu, elle ne sera pas unique. On pourra forcément faire
des stations aval, des gestions des déversoirs d'orage, toute une organisation autour de la protection des zones humides et des milieux marins. Mais ça relève de nos choix de consommation. Alors on va être certes guidé par la législation, puisque dans moins de 6 mois, notamment la France a pris la résolution d'interdire, l'Europe demandait en 2021, la France a pris la décision de faire en 2020, l'interdiction de vente de plastique à usage unique, notamment on parlait tout à l'heure des cotons-tiges, les pailles, les couverts en plastique, les gobelets. Si on revient sur les solutions amont, je vous ai parlé tout à l'heure du système RECO, là, qui est d'incitation au tri, mais tout ce plastique qui va être récupéré, on va vouloir le recycler. Savez-vous quel pourcentage de plastique, finalement, est déjà recyclé dans la matière première qu'on utilise? Très faible. Très faible, encore plus faible. J'ai entendu 30%. On est entre 6 et 8% du plastique qui a été produit qui est recyclé. Alors certes, le tri que l'on fait, le plastique est quasiment, enfin en grande partie recyclé, s'il n'est pas souillé. Donc là, les chiffres peuvent monter à 30-40%. Un objectif en France, on s'est fixé un objectif de monter à 80, voire 100%. Bon, ça va devoir s'accompagner, ça prendra un peu plus de temps que prévu, mais pour incorporer davantage de matières premières, il faut aussi travailler sur finalement ce plastique recyclé, comment je l'incorpore dans la production. Donc là, on travaille avec les industriels, on fournit des échantillons, on regarde un peu les propriétés de nos plastiques recyclés, on fournit les données aux industriels qui, eux, travaillent plutôt sur l'incorporation de la matière première. Comme autre solution, rétention amont, on est face à un changement climatique également, on a des orages qui sont de plus en plus espacés, de plus en plus violents, donc qui charrient énorme quantité d'eau et énormément de quantité plastique. Donc là aussi, on a travaillé sur des systèmes avec les grandes agglomérations, Bordeaux, Paris, pour finalement que faire avec mes réseaux d'assainissement et tous les systèmes qui sont en place pour retenir ce plastique à terre. On va travailler avec des systèmes intelligents, intelligence artificielle, qui va prendre en compte les données météo prévisionnelles, l'historique du passé sur des événements un peu similaires, comment on réagit les stations, comment on réagit finalement les systèmes d'assainissement, pour retenir au maximum cette pollution à terre pour qu'elle puisse être traitée par temps sec sur les usines. Alors l'objectif quand même, c'est de protéger le milieu naturel, protéger la diversité, mais on ne peut pas complètement écarter finalement les besoins en eau que tout le monde a. Nous avons besoin d'eau pour boire, pour nous hydrater. Nous avons besoin d'eau pour irriguer. Mais est-ce que j'ai besoin d'eau potable pour irriguer ou d'eau quasiment potable, d'eau de nappe phréatique pour arroser un golf, pour faire pousser des tomates ou du maïs qui est très consommateur d'eau? Aujourd'hui, en France, même si on commence à subir les effets de stress hydrique dans certaines régions de France plusieurs fois par an, cette réutilisation est très peu réalisée. En Espagne, dans l'Ouest américain, depuis des années, ils recyclent parce qu'ils sont vraiment en pénurie d'eau. Finalement, quelle eau je veux pour consommer? Celle-ci, on veut la meilleure eau, en général. Pas de plastique, pas de micropolluants. Donc on veut mettre l'énergie pour cette eau consommation. Mais aussi et surtout, quelle eau je veux faire consommer aux autres, aux poissons qui sont dans la mer, dans les cours d'eau, dans les zones humides. Est-ce que je veux une eau contenant des micropolluants? Est-ce que je veux une eau contenant des microplastiques? On voit que la solution, il faut la prendre dans une globalité. Si on met une brique pour les microplastiques, pour traiter les microplastiques, si on met une brique pour les micropolluants, demain, il faudra une brique pour autre chose. Donc la réflexion qu'on essaye d'avoir aujourd'hui, c'est une réflexion plus globale. C'est se dire, quelle eau pour quels usages? Je ne veux pas rejeter des micropolluants, je ne veux pas rejeter des microplastiques pour avoir un poisson qui va contenir 50% de plastique. Ne serait-ce que 60 grammes dans l'estomac. Je pense que si on fait un sondage à main levée, personne n'a envie d'avoir 60 grammes de plastique dans l'estomac. On voit bien qu'en tout cas, nos modes de consommation, l'éducation sera importante pour éviter tous ces rejets de plastique, parce que aujourd'hui, à 10% ou 7% qui se retrouvent dans le milieu naturel, c'est juste pas tolérable. On ne pourra pas vivre longtemps dans ces conditions, puisque la production mondiale de plastique, si elle se met à l'horizon de 2050, ne serait-ce que doubler ou tripler, on va se retrouver dans des soupes de plastique dans le milieu naturel. Donc bon voilà, je termine sur ces quelques mots avec une pensée quand même optimiste. L'éducation s'est faite pour le tri. Mais dans les gestes du quotidien, dans nos choix de consommation, il faut aussi qu'on ait une petite pensée sur la réunion qu'on a eue ensemble aujourd'hui pour guider nos choix. Voilà, je vous remercie de votre attention.